tout ce qu'a réussi à faire cette génération, c'est à foutre les finances publiques en l'air, joli, à foutre le système bancaire en l'air, joli, à mettre tous les talents, les principaux talents de la société au service de la finance et non pas de l'économie réelle. Bravo, ça c'est très joli. À mettre en danger la construction européenne, parce que ce qui se passe est quand même extrêmement inquiétant. Joli les amis. Et maintenant, ils sont en train de jouer avec la monnaie, puisque ça les démange bien d'essayer d'avoir la BCE qui va imprimer à tire-larigot. Je pense qu'en effet, cette génération-là, cette idéologie-là, aura réussi à nous renvoyer la préhistoire économique en une vingtaine d'années, ce qui restera quand même un exploit dans les annales. Je suis actuaire, autrement dit spécialiste de la gestion des risques financiers à long terme dans le secteur des assurances ou le secteur bancaire. J'ai un parcours assez classique, j'ai fait donc une école d'actuariat puis une école de commerce. Et j'ai lancé le site internet lescrises.fr il y a un peu plus de 2 ans, qui est un site qui tous les jours essaye de suivre l'actualité de la crise par un biais, souvent d'analyse avec beaucoup de graphiques, pour essayer de repartir sur des bases assez factuelles, et donc développer des analyses qui ne soient pas uniquement sur un nombriliste ou sur des discussions café du commerce, mais avoir quelques bases solides. Et donc j'ai écrit cette année Les faits sont têtus aux éditions Les Arènes, qui est un livre qui parle de la croissance, qui parle des problèmes financiers et bancaires, et qui essaye de proposer une dizaine de solutions pour essayer d'améliorer les choses. Bon, crise, il y en a plusieurs, et le mot commence à être un peu galvaudé. On est plutôt en mutation, voilà, ce serait ça le bon terme. On est en transition sur un monde où le monde occidental est en train de perdre sa prééminence au profit du monde émergé, dirons-nous maintenant, avec des difficultés supplémentaires qui sont que clairement sur la planète il n'y en a pas pour tout le monde, en tout cas pas pour tout le monde au niveau américain, et donc vous allez avoir en plus des problématiques de ressources, de partage qui vont se greffer, alors qui commencent petit à petit, mais qui dans les décennies qui viennent vont être de plus en plus prégnants. Voilà, donc les racines de la crise actuelle sont multiples. Si on les développe un peu, vous avez déjà à la base, dans nos pays, une panne de croissance, en tout cas une panne sans doute définitive de croissance, ce qu'on refuse à admettre. Si on prend la France, vous avez eu 30 glorieuses, donc 30 années de croissance très forte, avec au début une reconstruction du pays, évidemment, fin des années 40, années 50, 60, un peu 70, vous avez eu une grosse mécanisation du pays. On a créé beaucoup de machines dans l'industrie, donc voilà, sur ces secteurs agriculture-industrie, vous avez eu des gains de productivité gigantesques, qui ont d'ailleurs libéré de la main-d'œuvre, qui est allée rejoindre celle des services. Une grosse phase de développement de l'économie, un gain de pouvoir d'achat gigantesque pour cette génération de baby-boomers, en gros, inconnu dans l'histoire, dans le passé, et probablement inconnu dans le futur. Donc un moment très particulier, donc une explosion de la croissance, et là on est revenu sur des niveaux de croissance historiques qui ont toujours été très faibles. Depuis 50 ans, tous les 10 ans, on perd un point de croissance. Un escalier qui est magnifique, dans les graphiques que je sors souvent, des plus simples. En attendant, vous avez un escalier, et la croissance de la décennie 2000 a été de 0,8%. Une croissance par habitant, il faut évidemment toujours regarder par habitant, sinon ça n'a pas de sens de comparer. Voilà, donc 0,8, et depuis fin 2007, la croissance par habitant en France, c'est moins 3%. Ça fait 5 ans qu'on est en décroissance. Quelqu'un dit le mot décroissance, on va lui taper dessus en expliquant qu'il est pour le retour à la bougie, avec des mots de volontariste. Moi je suis pour la croissance, je suis contre la décroissance ou pour. Avec le même effet, je dirais que, pour reprendre une boutade de Woody Allen, que la mort, quoi. La croissance zéro, vous pouvez être contre, c'est très bien, c'est comme la mort, n'hésitez pas, mais enfin ça ne va rien changer, il y en aura probablement plus. Personne ne devint, peut-être que ça redémarrera. Pas mon propos de dire qu'il n'y aura plus jamais de croissance importante. C'est au moins de dire que l'hypothèse de base doit être qu'il n'y en aura pas. Et on doit agir comme s'il n'y en avait pas. On peut essayer d'en avoir, s'il y en a tant mieux. Mais on ne peut pas dire que nos hypothèses de base, ce sera 2% de croissance en 2014, 2015, 2016. C'est le PLFSS 2013. Le projet de loi de finances de sécurité sociale. Nos hypothèses budgétaires sont bâties là-dessus. C'est complètement irréaliste, c'est scandaleux, donc ça ne sera pas atteint, donc ça fera du déficit, donc ça fera de la dette.
La problématique derrière, c'est que vous avez effectivement toujours des gains de productivité, mais que d'une part le pouvoir d'achat de la population ne suit pas, et donc vous êtes à croissance très faible. Et si vous avez des gains de productivité avec une croissance faible, c'est forcément une diminution de l'emploi en France, qui se fait pour différentes raisons, plutôt par des destructions d'emplois. Parce que, évidemment, une équation mathématique de base, c'est que la production est égale à la productivité fois le temps travaillé. Donc si j'ai une production qui va stagner parce que je n'ai pas de capacité de vendre, tout simplement, et que ma productivité augmente, eh bien, je détruirai l'emploi, et c'est ce qui se passe. Parce que déjà la population croît beaucoup plus vite, donc quand vous vous ramenez, c'est ce que je viens de dire, à la croissance par habitant, vous avez des différentiels de croissance beaucoup plus faibles entre l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, entre guillemets, parce qu'ils font des déficits publics gigantesques. Quand vous mettez 8% de déficit tous les ans du PIB, heureusement que votre PIB augmente de 1 quand même. Enfin, c'est 8 de dette pour 1 d'augmentation du PIB. Donc c'est... oui, c'est l'illustration qu'une politique évidemment keynésienne de ce type-là marche, mais c'est des choses qui sont tout à fait non durables. Vous êtes en train d'emprunter pour aller faire vos courses. Et vous dites, ah bah tiens, quand je fais ça, je consomme plus. Bah ouais, mais vous comptez rembourser un jour. Toute la question, tant qu'on ne rembourse pas, c'est un système qui est extrêmement efficace, oui, bien sûr. Mais au bout d'un moment, le banquier finit par dire, mais vous faites quoi exactement? Quand il comprend, il ne vous prête plus. La conséquence, ce n'est pas de dire qu'on dépense trop. La conséquence, c'est de dire que, quoi qu'il en soit, vous ne mettez pas vos recettes en face de vos dépenses. Les dépenses sont tout à fait justifiées. Il faudrait dans ce cas-là plus de recettes. Il est donc possible d'avoir plus de recettes, en particulier quand on a des patrimoines qui ont doublé en une dizaine d'années. Il ne faut pas exagérer quand même. Alors déjà, on n'en sait rien de ce qui se passe. Enfin là, bienvenue dans un monde où on est le cobaye. Vous savez, c'est possible. Donc vous êtes le héros, voilà. Vous êtes le cobaye d'expériences monétaires tout à fait inconnues jusqu'à présent, dont je vous donnerai le résultat dans 15 ans. Voilà, non, on ne sait pas ce qui va se passer. On joue à la roulette russe en permanence. C'est vrai que ça fait 2-3 fois qu'on gagne. C'est vrai qu'on a gagné en 2008. En 2008, Nicolas Sarkozy éteint le feu en France en promettant 360 milliards d'euros. Il a fallu que l'État apporte sa garantie et son crédit à hauteur de 320 milliards d'euros pour la liquidité des banques et de 40 milliards d'euros pour leurs fonds propres. Ce sont des engagements considérables dont l'ampleur même permettra de rétablir la confiance pour que tout redémarre. C'est le chiffre annoncé par Sarkozy. On n'a évidemment pas dépensé tout ça, peut-être des garanties aussi, ce que vous voulez, mais il annonce 360 milliards. Effectivement, ça calme les choses. En 2011, rebelote, et là vous avez la BCE qui annonce 1000 milliards. Les ministres des Finances de la zone euro, on le sait, sont à Copenhague. L'enjeu, définir le montant du futur pare-feu financier, anti-crise, anti-tout quoi, de la zone Anti-tout, voilà. C'est la bataille de chiffres. On a deux camps, on a l'OCDE, le FMI, la France, qui veulent 1000 milliards d'euros. L'objectif, c'est d'arriver à un montant totalement rédhibitoire. Le message est de dire, nous allons avoir une force de frappe qui nous permettra de résister à tout type de choc, y compris des chocs espagnols, italiens. On sait bien que les montants n'y sont pas, mais en tout cas, c'est le message qu'ils veulent faire passer. Et le pari, c'est que, en créant une arme nucléaire aussi massive, eh bien, l'effet de marché soit tel que l'arme ne serve jamais. Parce qu'à ce moment-là, le marché est rassuré, il n'y a plus de pression sur les taux, plus de pression sur les emprunts d'État, et donc c'est le même principe que la bombe nucléaire, on dit qu'on l'a pour ne jamais la faire exploser. C'est 200 milliards qu'on a injectés pour que les banques ne fassent pas faillite. Elles en ont remboursé que 50, elles doivent encore 150 milliards, nos banques, elles ne peuvent pas les rembourser ces sommes-là. Deuxième fois où on joue la roulette russe, on a gagné. Après, effectivement, on peut jouer la roulette russe, gagner 2 fois et dire c'est un super jeu, continuons puisqu'on gagne. Ça, oui, mais là, le jour où on perd, vous ne perdez qu'une fois. Ça, c'est assez définitif. Et donc, normalement, quand on n'est pas trop bête, on a tendance à dire vaut mieux pas jouer à la roulette russe. Là, nos gouvernants considèrent que c'est très sympa la roulette russe, que ça fait plaisir aux banquiers et aux traders, et que on continue. Donc, continuons. La troisième est sans doute pas très loin. Peut-être qu'on gagnera, j'en sais rien. Peut-être qu'on perdra. C'est des jeux malsains, des jeux dangereux, on joue avec un pays, on joue avec des choses qui sont extrêmement dangereuses, on est au bord du gouffre financier actuellement, et on continue. Et donc, je pense qu'on doit exiger tous ensemble d'avoir une sécurité financière mise sur le même niveau que la sécurité nucléaire. Il faut la mettre au même niveau que la sécurité nucléaire. Je ne veux pas d'accident bancaire. Et quel que soit ce que ça rapporte à Pierre, Paul ou Jacques, ça ne vaut pas la chandelle.
Ce qu'on fait avec les banques aujourd'hui, quand on leur permet de mélanger les activités de dépôt, donc de notre argent, avec des activités spéculatives, et spéculative est encore galvaudée. C'est plus que de la spéculation, c'est parfois aussi de la fraude à grande échelle. Les banques spéculent, les banques jouent au casino. On a appris il y a quelques jours que JP Morgan, sur les 60 fois où elle a joué au casino en 2012, elle a gagné 60 fois. CME Group, which operates NYMEX, ordered JP Morgan to pay a fine for this max, $30,000, which the article points out is equivalent to just over 1/millionth of JP Morgan's total employee compensation last year of $29 billion. JP Morgan also neither admitted nor denied the rule violations. It's not a fine, Stacey Herbert. It's a bribe. There's a difference between a fine and a bribe. If you pay a regulator a small amount of money like this so that they don't prosecute you for breaking the law, that's not a fine, that's a bribe. Vous avez un petit problème quand il se passe ça dans un casino. Il faut regarder si le croupier n'est pas un petit peu en affaire avec le client. Parce qu'évidemment, tout ça est manipulé. Le trading haute fréquence, c'est de la pure fraude, c'est de la pure manipulation de cours, c'est du pur délit d'initié. On laisse faire. On laisse faire toutes ces activités et au final, ça met en danger. Ces activités-là n'ont lieu que parce que justement il y a une garantie des dépôts, que parce que tout le monde se dit que l'État est derrière, tout le monde se dit tiens, il y a toujours l'argent des déposants, au pire ça servira de variable d'ajustement. Moi je ne mets pas mon argent à la banque pour que la banque s'en serve, ou en tout cas pour que mon argent soit mis en danger par la spéculation de la banque. Moi je paye la banque pour qu'elle protège mon argent au point final. Moi quand les traders gagnent de l'argent, c'est pour les traders, c'est pas pour moi. Quand ils perdent de l'argent, c'est mon argent qui est en danger. Excusez-moi, on peut déjà discuter si ce que font les traders est utile ou pas utile, on ne va même pas rentrer dans ce débat. Moi, je demande juste qu'ils aillent jouer avec de l'argent dans une autre entreprise où mon argent ne sera pas en jeu. Mais évidemment, c'est refusé, parce que le jour où vous ferez ça, ils ne pourront plus jouer autant que ce qu'ils jouent. Et ça rapportera beaucoup moins. Donc là, vous avez des sommes phénoménales qui sont en jeu pour une poignée d'individus, et on s'aperçoit, ce qui est extrêmement triste, que ces individus prennent en otage évidemment les clients, mais évidemment aussi les pouvoirs publics et les politiques et l'État. Et c'est inadmissible. C'est le rôle de l'État de taper du poing sur la table et de mettre bon ordre là-dedans. On n'est pas là pour donner une garantie publique au bonus des traders. Dans les années 80, il y a une idée qui consiste à dire on va tout déréguler, la finance va nous sauver, ça va faire de la croissance, puisqu'on ne peut plus en avoir par l'industrie. Ouais, très bien. Vous avez développé une activité souvent peu utile, de temps en temps frauduleuse, qui ne ramène rien à l'économie réelle dans un premier temps. Bon, dans un deuxième temps, vous vous rendez compte qu'elle s'attaque par différents moyens à l'économie réelle. Ça, c'est une analyse qu'il faut faire posément. Quand vous avez un actionnariat, c'était une de vos questions tout à l'heure, de plus en plus volatile, de plus en plus court-termiste, un actionnaire qui reste 3 mois dans une entreprise, le PDG a beau lui expliquer qu'il a de très belles perspectives d'investissement à 5 ans, ça ne va pas l'intéresser du tout. Et vous vous apercevez d'une chose qui est une analyse, je trouve, assez peu faite. Parce que vous avez souvent des débats sur, dans l'entreprise, des répartitions de la valeur ajoutée entre les salariés et les actionnaires. Quelque chose d'un peu discutable aussi dans la méthodologie. On n'a pas les bons outils pour vraiment... c'est un peu compliqué pour voir ce qui se passe vraiment à ce niveau-là. Vous voyez surtout que vous avez des augmentations de dividendes, des distributions de plus en plus fortes. Et in fine, vous vous rendez compte qu'une partie des actionnaires, qui ne sont plus vraiment des actionnaires, sont en train de vampiriser les boîtes. C'est-à-dire qu'ils mettent une pression et qu'ils sont tout simplement en train, entre guillemets, de mettre la boîte en vente à la découpe. Ils n'en ont rien à foutre qu'elle crève, elle veut surtout des actionnaires court terme, et c'est logique, et c'est parfaitement logique. Ils ne vont plus vouloir que l'entreprise investisse, vont vouloir que l'entreprise vende tout ce qu'elle a à vendre, fasse sortir des plus-values pour très rapidement qu'ils aient ou un dividende très fort, mais surtout une plus-value de leur action, et qu'ils récupèrent l'argent et qu'ils aillent faire ça dans une autre boîte dans les 3 mois qui suivent. Vous avez une perversion profonde du capitalisme, c'est pour ça que j'appelle ça un mode de financiarisme. C'est plus du capitalisme, un actionnaire qui est là 3 mois, c'est plus un actionnaire. C'est quoi, c'est une espèce de prêteur ou de spéculateur à très court terme. Le propre d'une entreprise, dans une définition du capitalisme depuis un siècle et demi, c'est quand même normalement que quand on est actionnaire, on devient associé, et donc on a un affectio societatis, un terme latin pour qui veut simplement dire on a envie de se mettre ensemble pour développer un projet d'entreprise. C'est ça le capitalisme. Et vous avez d'ailleurs, très drôle, des jurisprudences
de la Cour de cassation qui explique très bien dans des petites boîtes que si les associés ne sont plus d'accord entre eux, que si un associé veut se barrer, s'il n'y a plus d'affectio societatis, les juges disent mais il n'y a plus d'entreprise, elle n'existe plus. Or aujourd'hui, prenez une boîte, une énorme boîte cotée par action, vous n'avez plus d'affectio societatis sur une grosse partie des actionnaires. On pourrait changer les choses très facilement. On pourrait très facilement changer. Vous mettez un dividende double ou triple aux actionnaires depuis plus de 2 ou 3 ans. Vous enlevez tout droit de vote aux actionnaires de moins d'1 an ou d'1 an et demi. Je suis désolé, hein, quand on a 10 ans, on ne vote pas en France. Et ben, quand on a 6 mois d'actionnariat, on ne vote pas dans une entreprise. Et on n'est pas mûr pour aller... De quel droit on va décider de l'avenir d'une entreprise si on n'est là que de passage? Ça ne peut pas marcher. Et là, vous avez justement, sur ces idées-là, quelques grands patrons le disent. Hein. Claude Bébéar a dit des propos très, très pertinents là-dessus. Mais évidemment, vous avez toute cette phase de spéculateurs, toute cette force de spéculateurs qui font le lobbying en disant qu'il est hors de question de traiter différemment les actionnaires. Il est urgent de traiter différemment les actionnaires. Sinon vous allez revenir à une analyse, à un point, à mon sens, assez juste d'une analyse marxiste, c'est que le capitalisme va s'autodétruire. Parce que vous allez mettre la loi de la jungle là-dedans, et que dans la loi de la jungle, eh bien, c'est celui qui est le plus court-termiste qui va l'emporter, si vous jugez ces résultats uniquement à court terme. Donc petit à petit, vous allez avoir un investissement zéro des entreprises, donc de toute façon une croissance zéro à terme, et puis les entreprises les plus saines vont mourir. Mais il y aura des investisseurs long terme. Moi, les spéculateurs qui viennent pour revendre son action dans les 2 mois qui viennent, il est urgent de le faire partir. Mais qu'il aille couler Londres plutôt. Allez couler l'Angleterre, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'investisseurs, on n'a pas besoin de spéculateurs. Donc oui, si vous faites ça, je suis d'accord avec vous, les spéculateurs vont partir. C'est très bien. Il n'y aura plus de liquidité, mais la liquidité de quoi? La liquidité, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus vendre son action dans au millionième de seconde, comme aujourd'hui. Putain, c'est grave ça. Ça, il faut se rappeler que moi, quand je suis né, on cotait les actions 1 fois par jour à la bourse. Hein. Quand j'avais 10 ans, on le faisait toujours. Je ne suis pas bien vieux encore. Hein. C'était 1 fois par jour. Ils cotaient à 12h30, les amis. Hein. Ils commençaient à bosser à 11h. La compagnie des agents de change, à 13h, ils avaient fini. Ils avaient coté l'action pour la journée. Alors déjà, si on réfléchit 2 secondes, une action qui change de valeur tous les jours, est-ce que c'est déjà sain? Il y a une pub actuelle de la bourse, il faut que je la retrouve, il me semble que c'est une Suisse, je crois que c'est la bourse suisse, qui explique que ça y est, ils ont le record du monde, et ils peuvent coter aux 3 millionièmes de seconde. C'est le gros progrès actuel, c'est-à-dire que ça y est, maintenant tous les 3 millionièmes de seconde, on va pouvoir changer la valeur de l'action et puis spéculer. Ça sert à quoi? De la liquidité pour faire ça? Mais ce n'est pas un jeu, une entreprise. On a une perversion fondamentale, on a transformé nos entreprises, en tout cas l'action, qui est un élément vital des entreprises, qui est l'élément aujourd'hui dans ce mode-là de capitaliste de contrôle des entreprises, on en fait un instrument de casino. Alors c'est déjà pas très sain 1 fois par jour, mais alors tous les millionièmes de seconde, alors là c'est quand même comme le pompon. Et comme je disais tout à l'heure, en plus quand on fait ça, il y a souvent de la fraude, hein, c'est du délit d'initié, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Aujourd'hui vous avez 80% des ordres d'achat à la bourse qui sont annulés avant d'être exécutés. Ce truc-là, vous achetez une action, vous l'achetez, point final. C'est quoi? Non, j'achète, non, j'ai pas envie. J'ai fait ça 8 fois sur 10. Si ça vous démange, il faut aller à Deauville, hein, il y a un casino, c'est sympa, allez-y. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'à Deauville, des fois, on perd. Hein, souvent, et c'est heureusement qu'on a vu que quand ils font ça, ils ont tendance à gagner à tous les coups. Évidemment, sur le dos des pauvres petits actionnaires qui se font régulièrement tondre en moyenne. C'est bien dans une société où on veut toujours plus de droits, mais si on veut toujours moins de devoirs, au bout d'un moment, ça ne va plus le faire du tout. Et c'est exactement ça qu'on vit. Et là, on est en train de vivre d'ailleurs, ces derniers temps, c'est assez amusant. Hein, voilà, à mon avis, les derniers spasmes de cet état d'esprit-là. Toujours plus de droits. Et les devoirs? Non, jamais, ça, c'est pas bien. Ça c'est des contraintes. Si vous mettez des devoirs, je peux payer des impôts, je peux faire partir. Ou je vais mettre mon argent à l'étranger. C'est d'ailleurs très drôle, hein, les Russes, ils ont compris ce qui se passe quand on met l'argent à l'étranger. Mais voilà, je ne veux pas être non plus trop anti-mai 68, hein, ça a aussi donné une forte respiration, heureusement sur certains points aussi, de liberté à la société. Mais si vous voulez, moi dans mes analyses, j'ai tendance à penser qu'il faut... Moi je suis un homme d'équilibre, je pense qu'il faut des équilibres là-dedans. Le secteur financier, le secteur bancaire et le banquier, c'est un des plus beaux métiers, c'est un des métiers les plus importants, être banquier. Mais un banquier, c'est pas un spéculateur. Ça a été perverti. D'ailleurs, vous parlez avec des vieux banquiers aujourd'hui, ils ont les larmes aux yeux. Hein. Quand ils voient ce qui se passe, ce qui est devenu leur métier, c'est une folie. Donc le secteur financier il fait des choses très bien, il fait des choses très mal. Il y a une bonne finance, une mauvaise finance, que je préfère appeler la finance et la spéculation, parce que c'est pas pareil. Eh bien, il faut plus de finance, sans doute encore, mais beaucoup moins de spéculation. Il
Il faut un équilibre. Il faut un équilibre entre le secteur financier et entre l'économie réelle. Il faut un équilibre dans l'entreprise entre les actionnaires et surtout à l'intérieur, entre les actionnaires long terme et les salariés et la société. Il faut un équilibre dans la régulation. Il faut un équilibre dans la société entre la liberté et l'égalité, entre les droits et les devoirs. Si vous regardez au niveau sociétal, en 89 est mort un système qui avait mis la pseudo-égalité en premier en tuant toute liberté. Bon, c'était l'égalité dans la misère, hein, comme disait Churchill. Il y avait une vision d'égalité et c'était le dogme, liberté, tant pis, ça passait après. Je pense qu'on est en train de vivre là la fin d'une folie où on a mis la liberté par-dessus tout sans aucune égalité. Et c'est pas viable, malheureusement pas viable ce truc-là, parce qu'une société, ça implique qu'on ne peut pas avoir que de la liberté individuelle et aucune vision collective. Parce que d'ailleurs, beaucoup de gens n'ont pas individuellement, hein, des analyses un peu, peut-être un peu rapides, un peu à la va-vite, ou évidemment qu'individuellement les gens ne sont pas comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment on fait société, comment ça se comporte. Je ne suis pas en train de dire que la génération des baby-boomers, c'est que des égoïstes, c'est que des gens qui passent à eux-mêmes. Oh, bon, ça est compliqué. Hein. Évidemment que les gens sont aussi, je ne suis pas sûr qu'ils soient moins généreux que les autres, évidemment, mais le comportement, je dirais, global du pays, de la situation, de l'influence des politiques, arrive à cette... de façon assez amusante, parce que c'est bien l'archétype qui a été développé individuellement, à cette vision de tout liberté, je ne penserai pas au lendemain. Quand même, la génération de baby-boomers, c'est aussi une phase d'explosion de la population. Il y a une vague très longue, hein, qui dure 30 ans, hein, d'augmentation de la population, et puis jusqu'à ce que les baby-boomers disparaissent, vous aurez une espèce de bosse comme ça. Forcément, ça implique un problème pour les retraites, à terme, ce truc-là. Il faut bien avoir une bosse sur vos retraites quand on est en régime par répartition. Il aurait été quand même tout à fait possible d'anticiper ça, d'essayer de dire, cette génération doit cotiser un peu plus, même dans le régime répartition, ça je ne vais pas dire, mais on va en mettre un petit peu de côté dans le régime répartition, au moins quand ils seront à la retraite, comme ils sont plus nombreux, ils auront cotisé un peu par avance, on l'aura stocké proprement, et puis on leur redonnera, ce qui évitera à la génération suivante de payer une masse qui va avoir des difficultés, parce qu'elle a fait rien du tout, aucune prévision, aucune gestion à long terme. Donc on vit aussi une crise du court-termisme, et on refuse de voir les problèmes à long terme en disant... Et c'est frappant, hein. Combien de fois vous voyez, oui, non mais on s'en fout, tout ça, wow, vous êtes malthusien, oh, il y aura une foi dans le progrès. Là, vous passez de la phase économie ou réflexion politique ou philosophique à la religion, dire que oui, le progrès va nous sauver, on n'a qu'à faire n'importe quoi. Oui, il n'y a qu'à voir, hein. Ça c'est... ce qui se passe, et c'est le cas aujourd'hui, ou sur l'énergie, on s'en fout du pétrole, on trouvera des solutions, la pollution de l'environnement, on s'en fout, on trouvera des solutions. Oui. Le fait que la nature trouve des solutions naturelles, c'est jamais très agréable. Maurice Allais aussi l'avait dit en 98 dans ces eaux-là, oui. Ça dure toujours plus de temps que ce qu'on pense, hein, ce truc-là, mais c'est inéluctable, ça arrivera. Vous avez des bulles, mais c'est difficile, les bulles ne sont pas rationnelles. Sapir, Jorion, moi, évidemment, on regarde des trucs, on vous dit c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi, et on le démontre que c'est n'importe quoi. Il se trouve que malgré tout, il y a des crétins qui croient et qui continuent à investir dans du Ponzi. En sachant en plus que c'est du Ponzi, en se disant juste ça va bien se passer. Un peu comme si Madoff avait dit bonjour, je suis un escroc, donnez-moi votre argent, et vous voyez des gens qui donnent l'argent, en se disant tant que ça dure, tant qu'il y a d'autres abrutis qui vont donner, ça durera. Très bien. Je ne peux pas prédire exactement quand est-ce que l'intelligence va venir aux crétins, mais ça viendra. Ça viendra parce que le truc n'est pas durable. Plus ça dure, plus les problèmes augmentent en fait. Hein. C'est simplement ça la difficulté. Donc plus la chute sera dure. On est dans la phase intermédiaire où c'est super. Hein. On fait de la dette. On fait toujours plus de dette. On rend flou le secteur bancaire avec de la dette. On rend flou... Qu'en 2007, Fillon a sa phrase « Le pays est en faillite ». Alors j'aime pas trop ces idées de faillite. Pas faillite, c'est la banqueroute d'ailleurs, hein, tout simplement. Hein. On ne va pas liquider l'État ni le pays, on va juste tondre les prêteurs. Le mot de faillite n'est plus un mot abstrait. Notre souveraineté économique, financière et sociale exige des efforts collectifs et prolongés, et même quelques sacrifices. Pour arriver à zéro déficit d'ici 2016, ce qui est notre objectif, il faudra économiser un peu plus de 100 milliards d'euros. Il part en 2012, il a fait 50% de dette en plus. Alors moi, quand j'ai un mec qui arrive, qui dit l'entreprise est en faillite, il s'en va, il y a 50% de dette en plus, j'ai tendance à penser que la situation de la boîte n'a pas dû beaucoup s'arranger. Et on continue tranquillement. Donc la dette, elle augmente, on est à 1800, 1900 à la fin de l'année, 2000. Le compteur tourne, il ne baissera jamais. Bon, vous avez une question qui devient plus de la psychologie, hein, que plus de l'économie. Là, les économistes, ils peuvent ranger leurs petites affaires, leurs petits crayons, ils vont se coucher. Hein. C'est de la psychologie. La dette est à 2000, 2100. Alors, vous ne pouvez pas l'inverser. La question est jusqu'où ça va. Et ça lâchera. Et ça lâche tout le temps. Ça lâche tout le temps.
Alors, ça lâchera peut-être à 1900, peut-être à 2000, peut-être à 2200, j'en sais rien. Ça lâchera peut-être parce qu'une banque aura sauté, ça lâchera parce que le Japon va avoir des problèmes, ça lâchera parce qu'il y aura encore un trader fou qui va couler une banque à Londres, j'en sais rien. Ça lâchera parce qu'Israël va bombarder l'Iran, ça lâchera parce que tout est possible. Hein. C'est ça qui est formidable, c'est que vraiment les emmerdements peuvent venir de partout. Ça viendra parce que la Chine va s'écrouler, parce que les États-Unis ne vont pas se mettre d'accord politiquement pour augmenter le plafond de la dette. Ouais, vous êtes juste dans un champ de nitroglycérine, et vous avez des gens qui secouent partout, en fait. Hein, c'est fabuleux. Un champ de pétrole, on claque des allumettes tous les 4 matins, et genre d'imbécile qui craque l'allumette, qui dit tiens, ça n'a pas foutu le feu, tout va très bien. Continuez. Hein. Continuez. Mais si vous voulez, le problème, c'est que dans ce cas-là, il faut avoir de la chance tous les jours. Bon, il suffit de ne pas avoir de chance une fois pour que votre système s'écroule. Donc ça viendra à ce moment-là. Maintenant, je ne sais pas si ça vient dans 3 mois, si ça vient dans 3 ans. Ce ne sera pas beaucoup plus que dans 3 ans. Parce que vous voyez très bien à quel point votre système est en train de se verrouiller de plus en plus. Vous êtes obligé d'injecter de plus en plus d'argent dans le secteur bancaire et financier. Plus vous le faites, plus vos effets sont à très court terme. Et Bernanke qui doit mettre 1000 milliards de dollars tous les ans dans la mécanique, moitié sur le budget, moitié sur l'immobilier aux États-Unis. Voilà, on va où comme ça? Ce que fait Bernanke sur l'immobilier, je regardais, c'est une subvention de 500 000 $ sur chaque maison d'1 million $. Le comité de politique monétaire de la Fed a indiqué que les coupes budgétaires massives entrées en vigueur freinaient la croissance économique. Il note une activité accrue à un rythme modéré, salue la progression de la consommation des ménages et la bonne tenue du secteur immobilier. Mais il estime que le taux de chômage reste élevé. La Réserve fédérale a confirmé la poursuite de ces injections de liquidités dans le circuit financier au rythme de 85 milliards de dollars nets par mois. Ça où, en fait? Ça va durer longtemps, ça? Et puis on pense qu'il n'y a pas de conséquences. On est au royaume de oui, tout va bien, on fait ça et puis il faut aucun problème. Évidemment qu'il y aura des problèmes, vous allez avoir des problèmes. Et en plus en Europe, il y aura des problèmes monétaires, puisque vous avez une zone qui est complètement hétérogène, qui est politiquement non intégrée, non intégrable. Et vous êtes en train de mettre des coups de boutoir de plus en plus forts, et ça se passe de moins en moins bien. Oui, mais on n'est pas dans un cycle, ça c'est une question. Voilà. Est-ce qu'on est dans un cycle de 3 ans, ça va repartir, ou est-ce qu'on est dans un cycle de 50 ans où maintenant ça ne repartira plus? Bon, moi je pense qu'on est dans un cycle de 50 ans où ça ne repartira plus. Donc là, vous pouvez essayer de vous endetter sans arrêt, la machine ne redémarrera pas, vous allez faire de la dette tous les ans, et un jour ou l'autre, le prêteur va arrêter de vous prêter de l'argent, et là, ça va très mal se passer. Ça, c'est des analyses qui sont extrêmement faussées. C'est Noël Roubini a dit des choses très jolies. Il a dit, pour faire simple, hein, faites de l'austérité, ça ne marchera pas. Et c'est vrai que ça ne marchera pas. Vous mettez l'économie en récession. De ce côté-là, il a raison. Malheureusement, vous ne faites pas d'austérité, ça ne marchera pas non plus. Hein. Ça, c'est sûr que le prêteur ne va plus vous prêter de l'argent pour que vous le claquiez simplement en consommation. Le débat consommation-investissement est toujours assez spécieux, surtout venant de l'État. Moi, j'ai tendance à penser qu'à peu près tout ce que fait l'État, c'est de l'investissement. Le salaire d'un chercheur, c'est donc pas de l'investissement. Hein. Par contre, faire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, alors ça, c'est un investissement. Alors ça, le pétrole ou le kérosène, il sera peut-être multiplié par 10 là, dans les 10 ans, donc on va avoir un joli hangar à avion, parce que ça ne volera plus. Hein. Investissement comme ça. En fait, en rond-point, c'est investissement comme ça. Vous payez un enseignant, vous payez des chercheurs, ah non, ça c'est pas bien, ça c'est des postes à diminuer. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est très dur de savoir ce qui est vraiment de l'investissement, ce qui est vraiment de la consommation sur du budget public comme ça. Et personnellement, je pense qu'il faut plutôt embaucher des profs et des chercheurs et faire moins d'investissement à la gomme de cette façon-là qui ramène strictement rien. Parce que là, vous investissez un tant soit peu sur l'avenir, sur votre société. Ah, mais ça, c'est un débat. Hein, après. Mais j'y reviens, c'est un débat qui n'est pas économique, qui est politique. Personne ne sait malheureusement de quoi l'avenir sera fait. Mais cette idée il n'y a qu'à s'endetter encore un peu. Mais allez-y, qu'ils essayent. Hein, tendez la main et puis vous voyez combien de temps on va vous donner de l'argent. Les taux sont très bas aux États-Unis, c'est normal, il n'y a que la Fed qui achète. Hein. Et en gros, autrement dit, c'est l'État qui achète sa propre dette. Alors évidemment, le taux il est bas. Ne cherchez plus, en vous demandant mais pourquoi, mais comment, etc. L'argent ne circule pas. L'argent, il fait un tout petit tour. Mais, et c'est la Fed qui imprime les billets pour pouvoir acheter les trucs du Trésor américain. C'est n'importe quoi. C'est un système qui est voué à disparaître. Je vous dis, pour que le patron de la Fed, pour que le patron de la BOJ, pour que le patron de la BCE vous disent qu'ils vont lancer des opérations qui sont illimitées, c'est grave. C'est pas un mot en l'air, illimité. Il y a quoi au-dessus d'illimité? Hein? Bon, on vient d'inventer un nouveau chiffre, c'est illimité. Bon.
Vous ne pouvez pas croire que vous allez tenir comme ça très longtemps, surtout que, en attendant, l'économie, elle, se dégrade, l'économie réelle se dégrade. Vous savez, vous avez quelque chose d'extrêmement malsain là-dedans. Le système ne tient plus que par la Banque centrale qui rachète à tire-larigot les dollars en question qui permettent de payer la dette américaine. Hein. Enfin, l'armée américaine, pardon. Le jour où ça va s'arrêter, ils vont finir par arrêter ce truc-là. Hein. Ils arrêteront soit parce que justement le dollar commencera à avoir des problèmes, soit parce que les autres pays vont commencer à taper du poing sur la table et diront écoutez, on va arrêter de commercer en dollars, nous. Hein. Non mais au nom de quoi on parlera peut-être de l'Europe et de l'euro tout à l'heure, mais enfin, on nous explique à quel point on avance vers la construction européenne, on est les plus forts. On achète toujours notre pétrole en dollars. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi on passe encore par le dollar? C'est une vraie question, ça. Donc, au lieu d'espérer aller faire des unions bancaires ou je ne sais pas quoi, on peut déjà commencer à essayer de se mettre d'accord pour négocier avec notre principal fournisseur de lui acheter son pétrole en euros. Je pense qu'en plus, il ne sera pas fondamentalement contre. Hein. Non, on ne le fait pas. Ben, pourquoi on ne le fait pas? Mais on le fera. Vous avez de plus en plus d'accords maintenant depuis 1 an ou 2 entre les BRICS, entre la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, qui commercent hors dollar, évidemment. Donc, petit à petit, votre dollar, vous allez le faire perdre son rôle qu'il ne devrait absolument pas avoir, qui est un pur scandale, qui pose des problèmes au monde entier. Difficile à dire, vous savez, tout dépendra de comment tourneront les choses, comment elles seront gérées. Parce que des gros problèmes financiers entre nations, il n'y a pas trop d'exemples dans l'histoire non plus. Hein. La Chine, qui a 3 000 milliards de dollars de réserves de change, qu'est-ce qui se passe si le dollar il perd 50% hein? Bon, ils doivent s'en douter un peu, ils ne sont pas complètement stupides, ils ont leurs propres problèmes internes. Mais enfin, forcément, vous allez difficilement semer l'harmonie entre les peuples avec ce genre d'idiotie. Et c'est amusant parce qu'on retombe sur un problème mais qui a 60 ans ou 70 ans, hein, qui avait été très bien analysé par Keynes déjà au moment de Bretton Woods, par Jacques Rueff après. Vous avez une problématique monétaire internationale qui est assez forte. Je ne vais pas la développer, mais pour faire simple, en gros, des pays ne savent pas se payer quand ils ont des monnaies différentes. Quand vous avez les États-Unis qui ont des dollars et la Chine qui a du yuan, au final, vous n'arrivez pas à transférer véritablement de la monnaie entre ces pays-là. Alors, ça se fait à court terme. Évidemment, la Chine stocke des dollars, mais les dollars, elle en fait quoi? Rien. Qu'est-ce que vous faites de dollars en Chine? Pas grand-chose. Vous espérez un jour réinvestir, récupérer quelque chose, puisque, in fine, votre commerce, c'est des biens et des services contre des biens et des services. Vous ne vendez pas vos biens et services contre de la monnaie du pays d'en face que vous en avez à foutre. Tout dollar que ce soit. Donc, la logique devrait être d'arriver à équilibrer les échanges. Sur 5 ans, 10 ans, pas très extrémiste, mais il faut arriver à un équilibre. On vit des déséquilibres permanents. Ces déséquilibres-là ont fait sauter les talons or, enfin en tout cas Bretton Woods, les talons dollar-or en 1973. C'est ça qui est à l'origine. C'est parce que tout d'un coup, les États-Unis se sont mis à avoir des déficits gigantesques, ils n'ont plus pu tenir leur parité, parce que l'or partait des États-Unis. Mais à ce moment-là, il aurait fallu réagir. Il aurait fallu refondre le système monétaire international et revenir à des idées de Keynes qui étaient très simples, hein, qui sont sains. Parce que quand on nous prend la tête avec les 3% du traité de Maastricht, moi je veux un équilibre des échanges commerciaux. C'est ça la règle fondamentale. Il faut un équilibre des échanges commerciaux. Sinon, ça finit mal. Ça met peut-être 30 ans à finir mal, hein, mais ça finit toujours mal. Parce que vous mettez vos systèmes monétaires et bancaires à genoux. C'était la vision de Keynes, et Keynes disait autre chose de très juste, qui était qu'en plus, quand il y a des équilibres, je suis allé un peu vite, mais la logique, elle est que quand il y a des déficits, ça finit mal. Si vous ne voulez pas de déficit, il ne faut pas d'excédent. Et l'excédent est malsain. Or, aujourd'hui, vous écoutez les médias, tout le monde trouve que c'est génial que l'Allemagne ait des excédents de 100 milliards d'euros. C'est suicidaire, ça va détruire le système. C'est inacceptable d'ailleurs dans le commerce. Or, on est venu dans une idée assez folle qui consiste à dire il n'y a plus de croissance chez nous. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être encore plus compétitif, donc de diminuer les salaires chez nous, enfin, ce qui est une hérésie pour quelqu'un qui croit un tant soit peu au capitalisme, puisque évidemment les salaires des uns, c'est le pouvoir d'achat du consommateur. Donc on est dans un monde où on nous dit il faut que le consommateur, enfin je vais payer moins le salarié. Bon, on se rend compte que si vous faites ça, malheureusement le consommateur il ne peut plus consommer. Et vous dites mais c'est pas grave, le voisin va m'acheter mes produits. Mais il se trouve que le voisin il fait les mêmes choses que vous. C'est ce qu'ont fait les Allemands, c'est pour ça que ça a marché, parce qu'ils ont été les seuls assez masochistes à le faire. Donc c'est sûr que quand on est parasite, c'est sympa comme système. Hein. Un parasite ça va, mais s'il n'y a que des parasites, ça ne marche plus.
Et c'est exactement ça le problème, c'est qu'il faut que ce soit le pays excédentaire qui fasse les efforts. C'est la vision de Keynes. Un équilibre des échanges, et deux, c'est au pays excédentaire de faire des efforts. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter les salaires des Allemands. Non mais plutôt que de baisser les salaires des Français, il vaut mieux augmenter les salaires des Allemands. En tout cas, ce sera ma position. Ben oui, ils seront moins compétitifs. Après, ils ont le droit de ne pas vouloir. Dans ce cas-là, il faut qu'ils reprennent un marque. Parce que ou on coopère ou on ne coopère pas. C'est binaire. Alors, si vous jouez à ça, vous ne coopérez pas avec moi. Je ne dis pas que c'est malsain. Hein. C'est aussi vieux que le monde est monde. Hein. Mais si vous dites, je vais baisser les salaires chez moi pour être plus compétitif, très bien, vous prenez votre monnaie, vous le faites. Parce qu'évidemment, s'ils avaient un marque, le marque en ce moment, il serait à 1 franc 30 ou 1,30 €. Regardez 1 euro, évidemment, ça aurait fait le même effet pour diminuer la compétitivité des Allemands. Sauf que là, ils sont dans un système qui est parfait pour eux. C'est j'ai le beurre et l'argent du beurre, j'ai la monnaie unique, donc je n'ai plus aucune problématique monétaire. Je peux faire ma politique de pirate et baisser mes salaires, et donc je vais être plus compétitif parce qu'il se trouve que c'est la force aussi des peuples allemands. Hein, je ne veux pas que critiquer. Moi, je pense que les Allemands sont plus compétitifs que nous. Ils le seront toujours pour des raisons sociologiques assez claires. Ça fait 60 ans qu'ils passent leur temps à réévaluer le marque et nous à dévaluer le franc. Il était de toute façon assez stupide d'imaginer qu'il se passe le contraire. Ils sont plus forts que nous au niveau économique, point final. Donc c'est très bien, ça n'empêche pas d'être amis, tout ça, il faut faire attention, il faut le gérer intelligemment. Bon, il se trouve qu'ils ne font pas d'enfants, qu'on fait des enfants, et il se trouve qu'un Chinois il a plus envie de venir en vacances en France qu'en Allemagne. Bon, comme quoi chaque pays a ses avantages et ses inconvénients, ses attraits et ses défauts. Bon, ben voilà, les Allemands ils ont cela. C'est aussi un problème ou un avantage culturel. C'est juste qu'il vaut mieux éviter d'aller faire une monnaie unique avec eux, ou alors avant on se met d'accord en disant qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait d'excédent commercial et que s'il y en a, ils se débrouillent pour qu'il n'y en ait plus. Bah oui, mais on est différents, quoi. Ouais, bah bienvenue dans un monde où les gens sont différents en fait. C'est parfaitement vrai, on a des intérêts, on a des cultures différentes, on a des comportements différents, on a des besoins différents. Le problème c'est qu'on a des besoins qui maintenant deviennent quasiment contradictoires. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas, comme en Allemagne, donner la priorité à la valeur patrimoniale de la monnaie. Pour les Allemands, qui vont voir leur population baisser quand même dans les 15 ou dans les 20 prochaines années, de manière spectaculaire, ils sont aujourd'hui à 83 millions, ils vont se retrouver à 75 ou 76 millions d'ici une quinzaine d'années. La question, c'est essentiellement de garantir la valeur des fonds d'investissement dans lesquels ils ont placé leur retraite. Bon. Pour la France, le problème essentiel, c'est de fournir du travail à nos jeunes qui sont aujourd'hui, bien que nous soyons moins nombreux qu'en Allemagne, plus de 2 fois supérieurs aux jeunes Allemands. Ce que vous venez de nous dire, c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de bon sens là-dedans, mais ça revient à dire d'une certaine façon, comme on est différents, on ne peut pas vivre ensemble. Non, on peut vivre ensemble. C'est faux. Mais on peut vivre ensemble. Heureusement, la vie nous prouve le contraire. On peut vivre ensemble. On peut vivre ensemble dans toute une série de domaines, mais il faut adopter soit l'idée de transfert budgétaire. Grosso modo, il faudrait que, si vous voulez, si on était un pays fédéral, l'Allemagne subventionnerait l'économie française et les travailleurs français paieraient une partie des retraites allemandes. C'est ça. Bon, ça, on sait que ce n'est pas possible. Si on s'enchaîne, ça ne marchera pas. Vous allez rompre le système. C'est pour ça qu'évidemment, c'est une hérésie d'avoir fait une monnaie unique là-dedans. C'est pas être anti-européen que de dire ça. Il y a plein de façons de construire des coopérations intéressantes. Je suis plutôt confédéraliste, moi. Il faut avoir plus de coopération en Europe. Il faut arrêter de dire qu'on va faire les États-Unis d'Europe. Parce qu'en essayant de faire ça, vous allez détruire tout. Là, vous êtes en train, en ce moment, très clairement, de parier votre maison pour essayer de sauver le garage. Le garage étant votre monnaie unique, dont on n'a quand même pas grand-chose à faire, dont les avantages sont extrêmement limités. Enfin, mis à part plus avoir de frais de change pour aller en Allemagne, bon, ok, ça c'est un avantage certain, il n'y a plus de frais de change en Europe, c'est sympa. Vous avez un symbole politique d'Union européenne qui plaît beaucoup, oui, c'est vrai que c'est un symbole très fort. Bon, de notre côté, il faut être réaliste. Quand on a élu Herman Van Rompuy président, je pense que vous n'êtes pas dans une coopération très avancée. Quand vous avez Emmanuel Barroso qui dirige le Bousin, vous n'êtes pas dans une coopération très avancée. Quand plus généralement, vous mettez tous les tocards dont on ne veut plus dans un pays à Bruxelles,
Je ne pense pas que ce soit un symbole de coopération européenne avancée. Quand vous diminuez le budget européen, ce n'est pas une coopération avancée. Donc après, bon, on se bat pour des symboles de quelque chose qui n'existe pas, me semble un petit peu irréaliste. Voilà, donc les avantages, il n'y en a pas des masses. Ça vous a diminué les taux d'intérêt en Grèce, donc ça a permis à la Grèce de s'endetter et de faire faillite. Bon, bah, c'est merveilleux. Vous avez des taux d'intérêt encore en France beaucoup trop bas qui nous incitent à faire n'importe quoi. Vous avez eu une inflation des prix à la consommation assez limitée, c'est vrai. Bon, bah, les prix immobiliers ont doublé, ce qui est quand même une inflation sympathique. Voilà, donc le bilan, il est autre que globalement négatif de la chose. Non, ça ne marche pas parce que personne ne veut payer pour les voisins. C'est ça le problème, c'est que vous ne pouvez pas unir des gens qui sont aussi différents. Vous ne pouvez pas unir des gens qui n'ont pas envie d'aller ensemble. Alors vous dites, est-ce que vous avez envie de faire l'Europe? Est-ce que vous êtes pour l'euro? Il y a des sondages, c'est toujours élevé. Mais aller faire un sondage pour dire est-ce que vous voulez garder l'euro, c'est stupide, quoi. Oui, tout le monde veut garder l'euro. Le vrai sondage est bonjour, voulez-vous qu'on vous augmente vos impôts de 10% pour tout donner aux Grecs? Puis là, vous regardez le sondage. À mon avis, ça va pas être 50% de oui. Pourtant, c'est ça. Le fédéralisme. Alors, moi, ce que j'adore, c'est sur les médias, ces idées de. Il n'y a qu'à être fédéraliste. Et les mêmes, hein, 10 minutes après, ils chouinent. Oh, maintenant, les taux de prélèvement en France, là, c'est trop. Peut-être trop d'impôts, c'est n'importe quoi. Le fédéralisme implique d'aller transférer de l'argent entre la zone. Ça sert à ça, le fédéralisme. Pas la peine de faire du fédéralisme sinon. Est-ce que le peuple français, le peuple allemand, le peuple italien, le peuple hollandais, le peuple belge, le peuple luxembourgeois sont prêts à se soumettre à des lois que voteraient des députés étrangers, dès lors que ces lois iraient à l'encontre de leur volonté profonde? Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas moyen, alors qu'il est, de faire en sorte qu'une majorité puisse contraindre une majorité étrangère, puisse contraindre des nations récalcitrantes. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Fédération, le mot fatidique lâché par le président de la Commission européenne dans son grand discours annuel devant les eurodéputés a fait mouche. Il a appelé à aller beaucoup plus loin dans l'intégration, quitte à prendre le risque d'une révision des traités. L'actuelle Union européenne doit évoluer. Et n'ayons pas peur des mots. Nous devons progresser vers une fédération d'États-nations. C'est ce dont nous avons besoin. L'Allemagne est très compétitive. Si on fait un Parlement européen très démocratique, machin, il va voter quoi le Parlement européen? Je peux vous dire, c'est facile. Hein, on va dire, ah bah tiens les Allemands, on va vous tondre pour aller aider les pays du Sud. Alors, démocratiquement, une voix, un homme, une voix en Europe, on va faire ça. Hein. Je pense que les Allemands ne vont pas vouloir. Et là, vous allez atteindre les limites de la démocratie dans une zone très hétérogène. Comprenez? D'un côté, on vous dit, oui, c'est démocratique, machin. Oui, mais quand c'est très hétérogène, ça va poser un problème. Je vais prendre un autre exemple. Faisons un parlement franco-chinois. C'est facile, hein? Il y a 570 Chinois et puis il n'y aura pas 30 Français. On fait un parlement et il va voter pour les deux pays. Bon, je pense qu'on va tout transférer l'industrie en Chine. Hein? Tout transférer le pouvoir d'achat en Chine de façon très démocratique, un homme, une voix. Oui, mais est-ce que jusqu'à quel point c'est démocratique ce truc-là? D'un côté, c'est juste, après tout. Pourquoi pas? Pourquoi nous, on a plus que les Chinois? Oui, bon, ok, c'est cette idée-là. Donc cette idée de qu'il y a qu'à faire un parlement, effectivement, je pense que les pays du Sud sont d'accord d'aller vers plus de fédéralisme. À mon avis, les Allemands ne le voudront jamais. Ils ne le voudront jamais parce que le gouvernement allemand qui va faire ça va clairement agir contre les intérêts de sa population. Ce qui normalement s'appelle un crime de forfaiture. Peut-être que ça se fera, mais voilà, tout est possible. Hein. Tout est possible. Peut-être que demain, les Allemands vont être d'accord pour transférer tous les ans 100 milliards d'euros dans la zone. Peut-être que nous, on va être OK pour faire l'impôt Grèce et l'impôt Italie, pour qu'on aille aider les Italiens et les Espagnols. Ce ne serait pas illogique, hein, je ne dis pas de souci. C'est la logique, en tout cas, d'une monnaie unique. Peut-être que demain, les Allemands vont dire « Ah bah oui, tiens, on va augmenter nos salaires pour arrêter d'être compétitifs par rapport aux autres. » Peut-être que les Irlandais vont dire « On va repasser notre taux d'impôt sur les sociétés à 30%. » Bon, en tout cas, 15 ans d'expérience de l'euro montrent que c'est 15 ans de chacun pour soi, d'aucune coopération avancée et de guerre économique. Bon, une monnaie unique implique d'être en paix économique. Est-ce qu'on l'est? Non. Est-ce qu'on y va? Non.
Bon, bah, ok, donc ça finira mal. Donc ça finira par un clash. Donc sans doute, à mon avis, les Allemands reprendront dans les 3-4 ans leur autonomie monétaire et ce sera très bien pour tout le monde. Ça va être très dur quand ça va être fait. Je dis pas qu'après, attention, je sais qu'il y a des discours aussi où il n'y a qu'à reprendre le franc, ce sera facile. Non, mais on a fait la connerie du siècle. Bon, bah, il va y avoir une étape où il va falloir se remettre sur les pieds. Ça va être douloureux. Une fois qu'on l'aura fait, bah, ça ira un peu mieux. Non, mais le jour où on sera tous d'accord pour... Regarde, qui c'est qui a dit ça il n'y a pas très longtemps dans un débat à la télé? Je crois que c'est Piketty qui a très bien dit. Hein, il a résumé en gros. On n'aura pas les mêmes conclusions. Hein. Il a très bien dit en gros. Le fait d'avoir la monnaie unique, ça s'oppose à avoir des parlements nationaux. Ou qui soient autre chose que des conseils régionaux. Il a raison. À terme, si vous voulez garder la monnaie unique, vous supprimez le Parlement français et c'est le Parlement européen qui décide. Mais c'est logique. Tout comme aux États-Unis, c'est quand même essentiellement le Congrès qui décide. Hein. C'est ça la logique. Bon, est-ce qu'on veut vraiment de ça? Je ne suis pas sûr que les peuples le veuillent. Moi, je ne suis pas très chaud parce que je pense que faire ça, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, ça va vous mettre un pataquès inacceptable en Europe. Parce que vous allez avoir des intérêts divergents là-dedans et que les minoritaires ne vont pas être d'accord pour payer pour les majoritaires. Mais regardez, ce n'est même plus possible au niveau de certains pays. La Catalogne est en train de préparer un référendum pour se barrer de l'Espagne, ils ne veulent plus payer pour l'Andalousie. L'Écosse est en train de réfléchir à un référendum pour se barrer du Royaume-Uni, ils ne veulent pas payer pour les dettes des Anglais. L'Italie du Nord, ils n'en sont pas encore préparés le référendum, enfin on sait très bien qu'ils n'aiment pas l'Italie du Sud et qu'ils n'ont plus envie de payer pour eux. La Belgique, les Flamands n'ont plus envie de payer pour les Wallons. Non mais attendez, déjà les pays ils ont du mal à organiser de la solidarité. On imagine que la Catalogne va quitter l'Espagne parce qu'elle ne veut pas payer pour l'Andalousie, pour se retrouver dans l'Union européenne pour payer pour la Grèce. À mon avis, ils ne vont pas vouloir non plus. Hein. Mais j'y reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vous avez une montée de l'individualisme dans ces générations-là, et qui n'est pas complètement irréaliste non plus. C'est l'individualisme, une génération individualiste. Les générations ont tendance à rouler, et je pense que les prochaines le seront moins, par réaction. Oui, les individualistes, ils n'ont pas envie de payer pour les autres. Donc c'est sûr que par rapport à la génération de nos grands-parents, la génération de nos grands-parents ont fait la sécu, on les laisserait faire, ils détruiraient la sécu aujourd'hui, pour nous expliquer qu'il vaut mieux se débrouiller tout seul. Bon, c'est une tristesse d'une génération. Je pense que les petits-enfants de la génération en question, ou nos enfants, seront sans doute beaucoup plus dans des visions collectives, parce qu'ils auront compris que quand ça va mal, il vaut mieux se serrer les coudes. Plutôt que d'agir, souvent la loi de la jungle, on n'a pas eu comme plusieurs siècles de civilisation pour en revenir là. Quand vous regardez les choses froidement, calmement, qui peut soutenir un seul instant que la Grèce n'a pas formidablement bénéficié de l'intégration européenne et notamment de l'euro? Vous avez vu ce jeune consommateur qui jonglait avec les cartes de crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la baisse des taux qui a été rendue possible par l'euro, les taux à des niveaux historiquement bas, ont permis aux consommateurs grecs de découvrir l'univers du crédit. Les personnes qui sont SDF depuis peu de temps peuvent être des gens qui ont un travail, mais qui gagnent si peu qu'elles ne peuvent pas payer de loyer. Que peuvent-ils faire? Ils vivent dans leur voiture, ou s'ils n'en ont pas, ils vivent dehors dans la rue. La famille était le ciment de la société grecque, mais c'est devenu tellement difficile. Les retraites ont été énormément réduites. Le chômage est tellement élevé que les parents aujourd'hui ne sont plus en mesure d'aider et secourir leurs enfants. Voilà, mais vous avez un manque total de gestion prudente ou de gestion à long terme des problèmes. Et l'euro en est la caricature. Enfin, on a fait une monnaie unique, on ne s'est pas du tout dit, bon alors comment on fait au niveau des politiques budgétaires, est-ce qu'on est d'accord pour tous faire la même chose? Mais attendez, soyons sérieux, il n'y a même pas une durée maximale du travail en Europe, on n'a pas pu se mettre d'accord sur ça en 50 ans. Il n'y en a pas, hein. Jamais pu se mettre d'accord. On va faire des taxes uniques, on va faire un pays unique, on va y arriver en... Parce qu'en plus le challenge, bien sûr, il faut le faire en 3-4 ans, hein, sinon ça ne marche plus. Si on veut qu'il y ait 80% de la population qui désormais vomisse l'Europe, c'est très bien, il faut continuer. On a vu déjà qu'on est passé de 60% de positifs à 40% en un an. C'est un beau progrès. Hein. Mais au lieu de se dire il y a un vrai problème, on est en train d'attenter à l'Europe, et pour des raisons logiques. Parce que vous avez transformé... Pour moi, vous savez, l'Union européenne, elle est morte dans les années 80. Hein. Parce que l'Union européenne, c'était une idée de solidarité, une idée de progrès, et ça a fini avec les politiques
enfin d'aide des régions. Si vous regardez depuis cette époque-là, qu'est-ce qu'on a fait comme politique vraiment de coopération, d'aide? Il n'y en a pas. On a des intégristes qui vous disent vous faites pas ça, vous fusionnez pas vos entreprises, vous faites plus de politique industrielle, vous vous occupez plus des semences de vos agriculteurs, on a une bonne idée, on va faire des traités de libre-échange avec les États-Unis. Non, ça pour remettre les intégristes au pouvoir, il y a du monde. Elles sont où les politiques de coopération? Il y a 3-4 mois, et d'ailleurs maintenant encore, ils se battent pour savoir de combien ils baissent le budget. Mais oh les amis, le budget c'est 1%, aux États-Unis c'est 25%. Allez, le besoin pour faire tenir le bousin, là, c'est au moins de multiplier par 10 le budget européen. Ils veulent le baisser. C'est ça la réalité. Alors évidemment, le discours, il est beau, il fait plaisir à tout le monde. J'aime bien le discours aussi. Je peux faire des discours de paix entre les peuples, d'aide, de coopération. Enfin, au bout d'un moment, il faut sortir le carnet de chèques. Et on fait le contraire, on le range. La Grèce est en train de mourir. Est-ce qu'on a aidé la Grèce? Non, je suis désolé, on n'a pas aidé la Grèce. On lui a prêté de l'argent. Mais prêter de l'argent, c'est pas donner de l'argent. Bon, je vous rassure, ils ne rembourseront pas, hein, ils ne rembourseront jamais. Au final, on les aura aidés. Mais le jour où on va voir qu'ils ne rembourseront jamais, qu'ils ne tiendront pas leurs promesses, il va se passer quoi en Europe? Et on n'a pas été capable de dire, il y a un vrai problème, la Grèce est en train de mourir, il faut lui donner 100 milliards. Bah, ça ne nous fait pas plaisir, hein. Mais ceci étant, on a fait une connerie en les acceptant, il fallait surveiller, on ne l'a pas fait, bon, bah, à un moment donné, les conneries ont des coûts. Et c'est normal qu'on souffre de nos conneries. Mais on est dans un monde où on ne veut plus souffrir de nos conneries. Je fais n'importe quoi, je ne veux pas les conséquences. Je fais 2000 milliards de dettes, mais surtout, il ne faut pas rembourser, il ne faut pas faire défaut, il ne faut pas d'inflation. Bah, ça ne marchera jamais. Je fais rentrer la Grèce dans l'euro, mais c'est pas grave, je ne veux pas les conséquences. Je fais rentrer Chypre dans l'euro, une lessiveuse, dont tout le monde sait que c'est une lessiveuse à argent sale, entre autres. Oh, bah, et les conséquences, on ne veut pas les payer. Bah, ouais. Comment on fait pour faire une monnaie unique? Pas compliqué, il faut se mettre d'accord. C'est ça finalement votre truc. Faisons une monnaie unique franco-chinoise. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour faire ça? Ou euro-chinoise, allez. Il faut que les Européens soient d'accord, il faut que les Chinois soient d'accord. Mais c'est tout, il faut être d'accord. On se met d'accord, on boit un coup, on signe un papier, on fait la monnaie franco-chinoise ou euro-chinoise. Je signe le machin, je fais un beau banquet, je vais devant la presse, bras dessus, bras dessous, en expliquant à quel point on va enfin unir l'Europe et l'Asie. C'est fabuleux, fabuleux, tout le monde m'applaudit. Hein. Quel progrès! Je crée la banque centrale euro-chinoise, qui se met à imprimer immédiatement des euro-yuan, avec la parité qui va bien. Ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Pendant 10 ans. Puis 10 ans plus tard, vous apercevez que, évidemment, vos écarts de compétitivité ont bougé. Donc les parités que vous avez figées dans le marbre 10 ans avant ne sont plus bonnes. Et là, vous apercevez qu'il y a des économies qui vont commencer à souffrir. Et l'économie qui souffre, comme c'est la logique actuelle et qu'on n'est pas capable de dire à l'économie qui va bien, bah, va falloir freiner un peu. Là, vous allez dire à l'économie qui va mal, essayez de faire des efforts, de baisser vos salaires, etc. etc., etc. Et donc, au bout de 20 ans, ça explosera. C'est quand même pas un miracle qu'à peu près toutes les unions monétaires explosent. Alors, 10, 15, 20, bah, ça dépend. Mais ça dépend de ce que vous faites. Ça dépend de la façon, de la coopération que vous avez là-dedans. À partir du moment où l'Allemagne décide de baisser fortement ses salaires par une politique agressive, bah, ça augmente les difficultés plus vite. Si elle n'avait pas fait, bah, ça aurait duré peut-être 5 ans ou 10 ans de plus. C'est ça le problème. Le problème, c'est que vous ne pouvez plus dévaluer, ou en tout cas avoir une dépréciation monétaire qui petit à petit et naturellement rééquilibre par la monnaie les écarts entre la zone. Vous avez d'autres façons de le faire. Vous me direz, oui, mais ça marche dans des pays, ça marche aux États-Unis. Oui, bah, les États-Unis, c'est un budget x25. C'est des gens qui passent d'un État à l'autre. Je pense qu'au bout d'un moment, les Espagnols vont en avoir marre que leurs jeunes aillent en Allemagne. Et les Allemands, je ne sais pas pendant combien de temps ils vont accueillir aussi tous les Européens. Enfin là, vous allez aussi créer des choses très sympathiques. Parce que leur logique, elle est là aussi. C'est de dire, bah, il suffit que les jeunes Espagnols aillent en Allemagne, aillent bosser en Allemagne. Ce qu'ils commencent à faire d'ailleurs. Cette année, pour la première fois, la population allemande n'a pas décru. Parce qu'ils ont eu beaucoup d'immigration. Je pense qu'il y a des pays qui vont se dire, tiens, ma jeunesse qui se barre, j'aime pas trop. C'est des trucs, c'est bête, hein, mais je pense que ça ne concourt pas à l'harmonie européenne, ce truc-là. Ils s'en foutent, hein, les idéologues, ils trouveront ça très bien. Ils peuvent voir ce qui se passe quand on joue avec ça. Le problème, c'est que vous avez des économistes qui voient ça. Attendez, les économistes, ils sont bien gentils, mais ou qui se trompent 3 fois sur 4. Ok, enfin, que pensent les historiens, que pensent les sociologues, que pensent les géopoliticiens, que pensent tout ça, hein. Les causes économistes, c'est jamais compliqué les économistes, hein, tout se règle. Oui, il n'y a qu'à baisser les salaires de 30%, il n'y a qu'à faire ça, vous transférez la population, qu'à faire le travail obligatoire aussi de l'Espagne à l'Allemagne, jamais compliqué.
Il y a des fragilités, on le voit en France et en Angleterre. Moi, j'ai tendance à penser que, en tout cas, que ces choses-là seraient plutôt une conséquence de problèmes suite à un écroulement financier qu'un déclencheur. Malheureusement, les capacités d'acceptation des peuples sont fortes. En Espagne, il y a 2 fois plus de chômeurs qu'en France. Le taux de chômage est le double. Ce qui ferait en France, ça ferait 10 millions de chômeurs, tout compris. Bon, ça tient encore, il n'y a pas encore une révolution en Espagne. En Grèce, on leur a viré les 3/4 des fonctionnaires, en baissant les salaires, vous avez une récession de 30%. Ça va moins bien, mais ça tient encore. Donc est-ce que la France serait plus fragile? Après, tout est possible. Ça me semble pas le plus probable. Peut-être malheureusement, parce que les gens aussi ne se bougent pas, les gens sont résignés, les gens sont beaucoup moins engagés qu'avant. Mais pour moi, le système financier et bancaire est beaucoup plus fragile que ce que va être le corps social en France. Le voyant de près, l'analysant de près, oui, c'est un miracle que tous les jours ça ne s'écroule pas, ce truc-là. Malheureusement, les miracles risquent aussi de ne pas durer ad vitam aeternam. Qu'est-ce que je voulais leur dire? Après, ils sont pour rien non plus. Ils font leur métier, la plupart sont parfaitement honnêtes. Moi, j'ai pas de propos très durs sur les banquiers, les financiers, même à peu près aucun. La plupart sont honnêtes. Le problème, c'est que le système est vicié, quoi. C'est ça. C'est que vous avez mis vos ressources dans ce secteur-là qui produit vraiment pas grand-chose d'utile. Et tout ça, ça se fait au détriment du reste de l'économie. Donc c'est sûr qu'en termes d'affectation des ressources, il serait beaucoup plus sain que ces jeunes-là soient dans des entreprises en train de se battre pour justement augmenter notre vraie compétitivité, notre innovation. Après, dans le secteur financier, c'est payé 2 ou 3 fois plus. Moi, je n'attends pas qu'ils s'habillent en robe de bure pour aller se sacrifier en allant dans le reste de l'économie. Mais évidemment, la seule action, c'est qu'il faut d'urgence diminuer les rémunérations du secteur financier. C'est ça qu'il faut faire. Si vous voulez, les acteurs, les peuples suivent le mouvement et de toute façon sont généralement en train de suivre leur voie qui correspond le mieux à leur intérêt. Tout ça est logique. Je disais tout à l'heure, toute cette crise est logique. Après, où vous continuez à déréguler, ou vous décidez de reprendre les choses en main, ce qui nécessite déjà de le vouloir. C'est toujours comme le principal. Sous pouvoir, on peut faire beaucoup de choses. Mais il faudrait le vouloir. Mais c'est vrai que ça implique de dire, la récréation du est interdit d'interdire est terminée, on va de nouveau interdire des choses. C'est compliqué, ça va très doucement pour expliquer que... Allez, combien de temps il a fallu pour arriver à dire que peut-être il va falloir que maintenant, dans le secteur financier, pour les traders, le bonus ne soit pas égal à plus du double, voire du triple, soit égal au salaire fixe, voire le double du salaire fixe. On voit très bien, il ne faut pas que ça dépasse les 30 ou 50% du salaire fixe, ce truc-là, sinon vous avez des comportements extrêmement malsains. Quitte à augmenter le salaire fixe, ça je ne vais pas dire qu'à la rigueur, pourquoi pas. Il a fallu 6 années. Putain, quel résultat, il est fou. Pour réformer le reste du capitalisme, il faut 8 siècles, sinon on ne va jamais y arriver. Donc évidemment, vous aurez des problèmes avant. Donc après, de toute façon, je pense que ça, vous savez, la plupart l'ont très bien compris. C'est... profitons-en avant que ça s'écroule un maximum. C'est dur à réparer, mais de toute façon, on voit déjà qu'on n'est pas capable. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire de la bancaire, vous asseyez, puis vous arrêtez de vous battre là-dessus, vous attendez que ça s'écroule. C'est triste, mais on ne peut pas le faire, Vous avez plus de... vos courants politiques sont complètement noyautés, parfois par incompétence, parfois par idéologie, parfois par intérêt bien senti. Vous êtes sur un bateau, il y a l'iceberg devant, le commandant ne veut pas tourner la barre. Tous dans les canaux, les amis. Le montage, c'est qu'il y a assez de canaux. Mais dire ça, vous savez, c'est pas non plus, je ne veux pas finir trop négativement. Oui, on va tomber dans le groupe financier. On va très bien s'en remettre aussi, faut pas exagérer. Et le rebond sera d'ailleurs intéressant, parce que ça va être une phase de remise en question importante de ces idéologies complètement surréalistes, complètement intégristes, ce fait religieux qui est en train d'attenter vraiment à la notion de vivre ensemble, ou j'ai presque envie de dire, pas dire d'humanité, ce serait trop fort, mais de fraternité. Vous écoutez aujourd'hui
les grands médias, on vous dit alors bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va augmenter le temps de travail? Est-ce que je vais baisser les salaires? Est-ce qu'on va travailler jusqu'à 72 ans? Est-ce qu'on va... Enfin, c'est... Enfin, bienvenue chez Dickens, quoi. Enfin, donc maintenant j'attends le travail des enfants, j'attends... Enfin, c'est surréaliste, quoi. C'est ces formes de réaction. Voilà, mais alors ça débat, pas de souci. Hein. Alors dire, bon, est-ce qu'on arrête l'euro? Est-ce qu'on décide de mettre une forme de protection pour rééquilibrer et revenir à une concurrence vraiment libre et non faussée avec les pays émergents? Vous n'en parlez pas, votre nationaliste se fout si vous faites ça. Voilà. Est-ce qu'on décide de séparer les activités bancaires? Oh là là là, grand malheureux, il ne faut pas en parler de ça, vous êtes fous. Est-ce qu'on décide d'aller doubler les dividendes des actionnaires depuis d'un an? Ouh là là, attendez, les actionnaires, un homme, une voix, un euro, une voix, on va pas non plus attenter à ça. Mais vous en avez là, tout ça, c'est des débats qui sont vraiment interdits. Est-ce qu'on va, très belle idée, est-ce qu'on va plafonner la rentabilité actionnariale suivant les secteurs d'activité? Tout à fait possible de faire ça. Puisque le système ne se rééquilibre plus, il faut intervenir et le rééquilibrer par la force. Donc ça consiste à dire, avec quelques outils d'analyse financière pour le faire intelligemment, c'est une idée d'ailleurs de Frédéric Lordon que je trouve extrêmement fine et juste, et un vrai besoin, et on voit à quel point ça ne se fera pas, qui consistera à dire, eh bien, dans le secteur de l'automobile, votre ROE maximal est de 9%, dans le nucléaire c'est 12%, dans le secteur financier ce sera 5%, de façon à ce qu'en clair on rémunère les actionnaires justement, mais pas plus. Vous ne mettez pas votre système en surpression actionnariale. Parce que c'est exactement dans la lignée de ce que je viens de dire. Le débat à la télé sur le coût du travail est trop élevé, alors ça c'est bon. Alors le débat sur le coût du capital est trop élevé, on en donne trop aux actionnaires, c'est pas bon pour la compétitivité des entreprises. Alors ça, mon vieux, c'est une hérésie. On va vous clouer au pilori. Bon, alors que c'est une question qui est évidemment tout à fait sur le même ordre. Donc voilà, on voit très bien que vous refusez, par idéologie quasi talibane, d'envisager des solutions peuvent être mises en place intelligemment, sans extrémisme, mais qui sont en effet complètement à rebours de ce qu'on fait depuis 30 ans. Parce que depuis 30 ans, tout ce qu'on a fait nous conduit à l'échec. Tout ce qu'a réussi à faire cette génération, c'est à foutre les finances publiques en l'air, joli, à foutre le système bancaire en l'air, joli, à mettre tous les talents, les principaux talents de la société au service de la finance et non pas de l'économie réelle. Bravo, ça c'est très joli. À mettre en danger la construction européenne. Ce qui se passe est quand même extrêmement inquiétant, joli les amis, et maintenant ils sont en train de jouer avec la monnaie, puisque ça les démange bien d'essayer d'avoir la BCE qui va imprimer à tire-larigot. Je pense qu'en effet cette génération-là, cette idéologie-là, aura réussi à nous renvoyer la préhistoire économique en une vingtaine d'années, ce qui restera quand même un exploit dans les annales.